Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite de ces réflexions sur Spinoza, sur l'éthique. Après cette série de vidéos sur la théorie des notions communes, on continue un petit peu sur la question des notions communes, mais aujourd'hui on va rentrer on va évoquer la théorie des notions communes, mais sous l'angle de la question du principe d'une unité de la nature des corps. Alors, je crois que dans la deuxième partie de l'éthique, le système joue véritablement son va-tout. C'est là qu'il va gagner ou perdre ou gagner son pari absolu d'intelligibilité du réel et surtout la signification éthique d'une telle intelligibilité, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme de trouver dans la connaissance, et pas seulement par la connaissance, mais dans la connaissance, quelque chose dont la découverte et l'acquisition, pour parler comme Spinoza, quelque chose dont la découverte et l'acquisition offriraient pour l'éternité la jouissance d'une joie suprême et continue. Bon, en somme, c'est le salut, c'est-à-dire la possibilité de vivre le présent sur le mode de sa plénitude essentielle, de l'éternité, de sa nécessité éternelle. En effet, l'acquisition de ce quelque chose qui donne accès à la plénitude, à l'éternité, suppose, me semble-t-il, au moins deux conditions. La première, c'est que sur le plan métaphysique, il faut que l'éternité puisse être reconnue dans l'existence elle-même, comme l'annonçait la proposition 8 de la première partie, selon laquelle l'existence doit être conçue soit comme l'éternité, soit comme suivant nécessairement de la définition d'une chose éternelle. Il faudra donc montrer que notre existence, l'existence des modes finis pensants, peut se comprendre indépendamment de la durée, et en rapport avec l'essence qui enveloppe l'existence, c'est-à-dire Dieu. Il faut fonder en raison la concordance de la vie et de la pensée, ce qui a été réalisé par Spinoza, si vous voulez, avant même toute démonstration, et c'est pourquoi d'ailleurs la décision, entre guillemets, de se réformer, vous vous souvenez de ce terme, que Spinoza a regretté, la décision de se réformer n'était pas une conséquence du système et ne pouvait pas être éclairée par lui en tant précisément que le système est discursif. Il faut montrer qu'il est possible de penser son être et d'être sa pensée. Bien. La deuxième condition est relative à l'entendement, je crois. Il faut que notre pouvoir de connaître puisse, malgré son extension limitée, comprendre les modes comme des effets ou des conséquences des attributs de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut que l'on puisse saisir dans les modes des propriétés qui sont les mêmes dans la partie et dans le tout. Propriétés ou notions communes qui impliquent ou enveloppent leur cause, c'est-à-dire la substance elle-même. La deuxième partie est une mise à l'épreuve de la théorie de l'immanence. La question est de savoir si ce qui a été démontré dans la première partie, à savoir que seule la causalité immanente est vraiment rationnelle, est vraiment opératoire et peut permettre de comprendre les modes existants. Cette question entraîne une élaboration originale de la notion d'entendement, liée à la mise au point des notions communes. C'est cette élaboration que nous allons considérer comme la mise en œuvre effective de la théorie de l'immanence, ou encore de la théorie de l'univocité radicale. Cela suppose qu'on aura admis dans la première partie la réfutation de la thèse théologique d'un entendement créateur, et en même temps
la critique de la notion classique de finitude, c'est-à-dire d'un entendement qui serait en l'homme seulement une faculté, si vous voulez, un pouvoir limité et assujetti à la condition de la créature. Dans une première partie, on dégagera les enjeux de la théorie des corps en montrant que déjà elle met en jeu les notions communes dont la théorie va ensuite se dégager. Dans une deuxième partie, on s'attachera au problème de la puissance effective de l'entendement. Dans une troisième partie, on s'intéressera à la conception éthique de la liberté. Alors tout ne tiendra pas dans cette vidéo, je vous donne un petit peu le programme. Je commence tout de suite. Sur la théorie du corps et les notions qu'elle suppose. Alors, la théorie du corps, la théorie des corps, propose une conception de la nature des corps qui affirme l'unité de nature de tous les corps. Alors, que signifie cette unité de nature? Et quelle est sa portée sur le plan éthique? La première partie de l'éthique a réussi à établir un principe. C'est qu'il n'y a qu'une seule substance pour tous les attributs, c'est-à-dire une seule substance, Dieu, constituée d'une infinité d'attributs. Ce principe deviendra, dans la deuxième partie, il y a une seule nature pour tous les corps. Ce principe aura une récurrence sur les modes de l'étendue. Dans la première partie, ce principe signifiait qu'il n'y a pas d'opposition entre l'être et les attributs, seulement des différences, notamment entre l'étendue et la pensée, à partir du moment où l'on conçoit que l'étendue est un acte par lequel la substance se pose et se produit. L'attribut, ce n'est ni une chose, ni une qualité dans le vocabulaire spinoziste, c'est une façon qu'a l'essence de déterminer ces effets, de les produire. L'attribut, c'est une essence déterminante, c'est une substance déterminante, ce n'est plus une réalité statique. Ce qui fait que l'étendue en tant qu'action déterminante n'a plus besoin d'une action transitive de Dieu, comme c'était le cas chez Descartes. Et là, on voit bien la différence entre Spinoza et Descartes. Elle n'a plus, l'étendue, elle n'a plus besoin d'une intervention extérieure pour produire les corps. Ce n'est plus l'étendue géométrique inerte qui avait besoin de l'intervention de Dieu. Elle est elle-même la substance se produisant dans cet attribut. C'est ici que Spinoza signale l'appartenance des attributs, l'appartenance des attributs à la nature même, à la nature naturante, pour être très précis, c'est-à-dire à la nature de la substance en tant qu'elle est active, en tant qu'elle est cause. C'est ça la nature naturante, une notion très importante dans le vocabulaire de Spinoza, qu'on opposera à la notion de nature naturée, j'y reviens dans un instant. Nous pouvons dire de l'étendue quelle est l'existence même de la substance infinie et éternelle, comme pour tout attribut d'ailleurs. C'est une existence par essence, l'étendue. C'est elle qui est productrice des corps et de leurs propriétés. Et c'est cette étendue, cette étendue, n'est pas productrice d'autres types d'existence, comme celle de la pensée par exemple. L'étendue ne pense pas, bien qu'elle soit pleinement active, productrice, et qu'à cette condition corresponde une pensée dans un autre attribut, selon la correspondance d'ordre et de connexion des choses. C'est ça le parallélisme. Tel est bien le parallélisme chez Spinoza. À ce titre, en tant qu'essence active, l'étendue n'est plus seulement indéfinie, elle est positivement infinie.
Il faut donner à la notion d'acte toute sa plénitude de sens. Un acte se développe nécessairement sans coupure à travers la multiplicité de ses effets ou de ses modalités. Une interruption revenant à figer cet acte, à retomber dans des paradoxes analogues à ceux de Zénon. Cela revient à ne plus pouvoir comprendre ce que nous faisons en spatialisant l'étendue de façon seulement géométrique. Cela revient à ne plus pouvoir comprendre la productivité de l'étendue. L'étendue, je le redis encore une fois, dans le vocabulaire de Spinoza lui-même, l'étendue est nature naturante. En ce sens, quel est le principe immanent et permanent de sa propre réalisation, en tant que nature naturée, c'est-à-dire ensemble des corps. Alors, il faut bien admettre que l'étendue retient quelque chose de l'esprit, elle a quelque chose de semblable. Cette étendue a une réalité spirituelle, puisque toutes les propriétés énoncées, continuité d'un acte, immanence, etc., ces propriétés font violence à la distinction cartésienne des substances, en tant que distinction réelle de l'âme et du corps. Que peut vouloir dire la distinction étendue intelligible et étendue spirituelle? Cela veut d'abord dire qu'il n'est rien qui se produise dans l'étendue sans raison interne à l'étendue. Nous comprenons l'étendue dans la moindre de ses partitions. Nous comprenons l'étendue dans le moindre de ses modes. La continuité de l'étendue se retrouve dans n'importe quel mode de l'étendue. La réalité physique est intelligible et elle l'est de façon absolue. Il n'est pas nécessaire d'en chercher une cause extérieure à elle. De telle sorte que les rapports de causalité expriment une intelligibilité, un ordre des raisons que nous devons pouvoir retrouver dans l'attribut pensée. Autrement dit, entre les choses physiques et leurs idées, il doit y avoir une identité de structure. Et c'est ce que signifie le principe causa sive ratio. La cause, c'est-à-dire la raison. Donner la cause, c'est aussi donner la raison suffisante des propriétés de la chose. C'est la même raison suffisante qui se trouve dans la chose et dans l'idée même. Autrement dit, il n'est pas nécessaire qu'il y ait ressemblance entre l'idée et la chose. Cette théorie de l'adéquation n'est pas une théorie de la ressemblance. Il suffit qu'il y ait identité d'ordre, identité de raison, de connexion. On peut comprendre alors la notion subversivement employée d'adéquatio. Adéquation. Adéquat ne renvoie absolument pas à une ressemblance, j'insiste encore, entre l'idée et la chose. Le terme adéquat renvoie à une suffisance de l'idée, comme il y a une suffisance de la chose en tant qu'elle s'est produite. Il faut donc dire que la conséquence immédiate du parallélisme, du fait que les attributs soient des essences en acte où s'exprime la substance, c'est un parallélisme entre les modes. Deuxième conséquence, si Dieu est pensé, cela signifie qu'il pense les choses comme il les produit et en les produisant. Et s'il y a une connaissance en Dieu, elle est une conséquence de la pensée, c'est-à-dire, en somme, mode de la pensée, et non un principe de la pensée. L'entendement n'est ni un principe de la pensée, ni un principe de l'étendue, chez Spinoza. Bien, voilà, on a là une petite vidéo d'1 quart d'heure. Je vous retrouve pour la suite de cette réflexion sur le principe d'unité de nature des corps dans une toute prochaine
vidéo. Bonne journée, bonne lecture spinoziste et à très bientôt. Au revoir.